C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Merci pour votre fidélité à Capital Santé. Nous sommes au Togo, à Lomé, dans la capitale, à la rencontre régionale sur la santé de la reproduction et de la planification familiale organisée par le partenariat de Ouagadougou. Lancé en février 2011, le partenariat de Ouagadougou travaille pour un accès facile à une planification familiale de qualité. L'une de ses missions, améliorer la vie des femmes et des jeunes en Afrique de l'Ouest dans les pays francophones. Nous avons donc mis à profit la rencontre pour échanger avec les acteurs. Pendant 3 jours, du 1er au 3 octobre dernier, la société civile des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou a fait l'état des lieux de la contribution des religieux à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Les participants viennent donc du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et naturellement du Togo. Les efforts pour l'amélioration de la santé reproductive butent souvent sur des obstacles de nature culturelle et religieuse, ce qui explique d'ailleurs l'implication en première ligne des leaders religieux et coutumiers. Avec nous dans ces échanges, Imam Harouna Koné, aumônier national de la santé de Côte d'Ivoire, conseiller supérieur des imams. Il représente ici l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion pour la santé humaine. Il est membre du conseil d'administration. Nous sommes aussi avec Sinia Haïdara de la Mauritanie, la présidente de l'association des femmes éducatrices pour la promotion des droits humains. Et bien sûr, les sages-femmes sont aussi avec nous. Nous avons Bigué Bambodj, la présidente nationale de l'association des sages-femmes d'État du Sénégal. Bonjour, chers invités. Bonjour. Merci, Souley. Nous démarrons avec vous, Madame Sinia Haïdara. Vous êtes de la société civile, défenseur des droits humains. Est-ce que c'est assez aisé, facile d'en parler d'abord? Pas du tout. C'est pas du tout facile et c'est pas trop aisé d'en parler puisque nous avons beaucoup de complications au niveau de leaders religieux. Surtout aussi le gouvernement, bien vrai qu'il a fait quelques efforts, mais au niveau du contexte et au niveau culturel, le problème de la planification familiale demeure encore. Mais est-ce que les femmes adhèrent justement à cette planification familiale? À défaut de l'implication des leaders religieux, il y a quand même au niveau des corps santé, par exemple les dispensaires et les points de santé, arrivent à amener les femmes à l'utiliser en leur faisant comprendre que sanitairement elles sont menacées, que s'il n'y a pas cet espacement de naissance, qu'elles risquent de grossesse rapprochée et en plus que c'est pas bon pour la santé et surtout que si la femme est âgée, etc. Donc c'est par ces portes qu'ils ont pu amener les femmes à accepter, quelques femmes, mais en regardant sur l'étendue de la Mauritanie, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes et surtout les hommes qui se disent plus religieux que nous, ce sont ces hommes qui refusent que leurs femmes utilisent la planification familiale sous prétexte que c'est haram, sous prétexte que Dieu ne l'a pas dit, alors que moi, personnellement, étant militante des droits de l'homme et des femmes depuis très longtemps, j'ai essayé de voir la difficulté d'accès à ces produits. On a eu beaucoup de retombées. Ce sont ces retombées qui sont misérables à l'œil nu qui ont fait que aujourd'hui j'ose parler de ça à visage ouvert. Vous parlez de retombées. Dans l'une de vos présentations, vous aviez dit, est-ce que le gouvernement préfère voir des bébés dans les rues que d'appliquer certaines lois ou bien d'encourager les populations à la planification familiale? C'est ce qui me permet, moi, personnellement, de vulgariser ces messages. Parce que la Mauritanie, le gouvernement, les citoyens, les organisations de droits de l'homme, le gouvernement lui-même en personne ne peut pas, en tant que morale, ignorer ces retombées que nous sommes en train de vivre il y a quelques années. Les enfants jetés dans les rues, les enfants dévorés par les chiens, les enfants tués par des voitures, parce que parfois il arrive que la femme dépose l'enfant sur le goudron à côté et que le véhicule passe là-dessus. On en a vu. Et nous, notre organisation, nous capitalisons tout ça en le gardant. À chaque fois qu'il y a des rencontres pour parler de ça, on les amène les faits. Ils ne peuvent pas le nier et c'est des choses qui passent. Vous savez, les Mauritaniens, ils n'ont pas une longue mémoire. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui se passe, tout de suite, on peut en parler dans les réseaux sociaux et quelque temps, on l'oublie, on le laisse. Donc, qu'est-ce que nous, on a jugé important? C'est de garder ces photos pour qu'à chaque fois qu'on se rencontre avec les religieux, on le rappelle que voilà, vous ne pouvez pas le nier. Ça, c'est des faits qui ont existé ici en Mauritanie. Ça ne vient pas ni de l'Europe, ni de l'Occident, ni des États-Unis. Ça, c'est ici en Mauritanie. Certes que nous sommes un pays république islamique, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enfants hors mariage. Cela ne veut pas dire que la jeunesse ne fait pas de l'adultère. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout ce que Dieu a interdit, il y a quand même des gens qui le font, malgré la connaissance du Coran, malgré la connaissance de la religion. Donc, une
ne faut pas maintenant regarder les choses d'une vision minimale. Regardez les retombées, les enfants qui sont jetés, les enfants qui sont, même quand ils ne sont pas jetés, parce qu'il y a quelques communautés, ils grandissent avec ces enfants. Mais il y a la stigmatisation qui les suit jusqu'à la fin de leur vie. C'est un enfant qu'on avait ramassé, cet enfant n'a pas de papa, n'a pas de parents, il est adopté. Ça, c'est des choses que nous entendons chaque jour. Donc, pour éviter tout ceci, tout en sachant aussi, les avancées que je parlais tout de suite de la Mauritanie, c'est la loi SR. La Mauritanie a pris l'engagement de promouvoir la planification familiale, mais en mettant des clauses. Ces clauses, c'est que cette planification familiale se passe en couple. À chaque fois, vous allez entendre en couple. Mais maintenant, qui font les enfants hors mariage? Qui font les enfants non désirés? Et qui font ces enfants qui sont jetés dans la rue, qui sont malmenés, qui sont même parfois même dans les hôpitaux? Et il y en a même qui les prennent pour après en faire des domestiques, après en faire des esclaves. Donc, qui font ces enfants? La question est là. Nous interpellons le gouvernement mauritanien, nous interpellons les religieux, à ceux qui regardent les choses en face, parce qu'ils ne sont pas engagés. S'ils se sont engagés, il allait dur, sachant que la religion, elle est clémence, elle est tolérance, pour éviter qu'il y ait des enfants non désirés, qu'il y ait des enfants jetés, au moins on va amener les jeunes à faire une sexualité responsable. Ou bien on va au moins vous informer que si vous allez le faire, c'est votre problème, c'est votre responsabilité. Mais protégez-vous et protégez ces enfants qui vont venir, qui seront stigmatisés, qui seront des enfants qui vivront avec des problèmes durant toute leur vie. C'est cette clause que les imams refusent d'en parler. Parce qu'ils disent que parler de la planification hors mariage, c'est promouvoir l'adultère. On m'a taxé de ça tout le temps. Imam Harouna Koné, je rappelle que vous représentez ici l'Alliance des religieux pour la santé intégrale et la promotion pour la santé humaine. Alors, Madame Sinia vous interpelle. Elle souhaite vraiment que les leaders religieux commencent à mettre réellement la main à la pâte. La société civile qui est là estime que l'un des obstacles justement aux efforts de cette planification familiale est d'ordre religieux. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? De mon point de vue, je pense que c'est pas vrai. En ce sens que quelqu'un qui connaît bien sa religion, la religion est là d'abord pour préserver la vie, pour préserver la santé, pour préserver la dignité et tout ce qui va avec. La maternité est liée à la santé. L'enfantement est lié à la santé. Donc, tout ce qui est question santé fait partie de la religion parce que on adore Dieu quand on est bien portant. Les gens le disent parce que eux-mêmes ne connaissent pas les principes de la religion. Les gens le disent parce qu'ils n'ont pas toutes les informations qu'il faut concernant l'espacement de naissance dans les enseignements religieux. Les gens le disent aussi parce qu'il y a un mur de méfiance. Tout ce qui vient du blanc, on s'en méfie. Et il faut avoir un bouc émissaire. Donc le bouc émissaire est tout trouvé. C'est le religieux qui ne veut pas qu'on le fasse. Si on pointe du doigt les leaders religieux, des acteurs de la société civile, dire que quand nous sommes sur le terrain, quand nous sommes en pleine campagne de sensibilisation pour parler aux jeunes, pour parler aux femmes, il y a des imams qui nous disent justement, vous êtes en train de prôner l'adultère. Il y a problème parce qu'il y a un travail qui doit se faire en amont qui n'a pas été fait. Je donne par exemple l'expérience de la Côte d'Ivoire. Quand une équipe doit se déplacer dans une localité, on m'appelle. J'ai saisi le guide religieux de la localité pour dire j'ai une équipe qui vient, voilà ce qu'ils viennent faire. Vous savez ma sœur, les gens sont toujours ennemis de ce qu'ils ignorent. Il faut faire précéder l'information. Celui qui est là-bas, il doit savoir qu'est-ce que ceux-là viennent faire. Ça brise le mur de méfiance. Et donc, quand il arrive dans la localité, c'est lui-même qui est au devant des choses. Ça facilite les choses. Mais vous allez dans une localité, il y a des guides religieux. Ils ne sont pas informés de votre arrivée. Ils ne savent pas ce que vous venez faire. Ceux de la zone se réfèrent à leurs guides religieux. Même si ce n'est pas les thématiques et autres qui sont attaquées, ils vont dire mais ils ne m'ont pas respecté, ils ne m'ont pas considéré. Et vous savez ce que cela représente dans notre réalité sociologique. Il y a ces petites subtilités-là sur lesquelles il faut jouer pour faire adhérer à la cause. Même si il se trouve que le guide religieux est opposé, le fait que c'est un de ses collègues qui l'a appelé pour lui dire « mon équipe vient, il ne va pas combattre ». Il sera ouvert. Justement. Moi, je suis allé par exemple dans une ville, dans le cadre de la cartographie des leaders religieux, des points focaux dans les zones. Je suis allé à Katiola. J'ai rencontré le grand imam de Katiola. Voilà ce pourquoi je suis venu. Et je veux que tu me donnes un point focal. Mais voilà les thématiques.
J'ai dit, j'espère que dans la zone, quand il y a des réunions là-dessus, on t'appelle. Il dit, si qu'on l'appelle, mais lui n'a jamais considéré. C'est toujours quelqu'un qui l'envoie. J'ai dit, bon, assois-toi, je vais bien t'expliquer. Je lui ai expliqué les MGF. Je lui ai expliqué quand les grossesses sont rapprochées, les conséquences sur le plan médical. Qu'est-ce que ça? Quand j'ai fini, quand on s'est séparés, je lui ai dit, comme la réunion c'est demain, trouve-moi quelqu'un qui va être notre point focal ici. Il m'a aussitôt dit, maman, je suis moi-même ton point focal. C'est parce qu'il a compris. Planning familial, on pense que c'est une affaire de plan. Et donc, vous voulez dire que le départ est faussé parce que les gens ne comprennent pas la terminologie? Merci. Et on a maintes fois reproché ça aux bailleurs. Dans notre langage, ce qu'on connaît, c'est espacement de naissance. Quand tu dis espacement de naissance, ça passe. Mais quand tu dis planning familial, le Coran parle de 2 ans d'allaitement. Si tu as... Justement, je voulais en venir. Est-ce qu'il y a des versets peut-être qui vous aident on a des versets coraniques, on a des hadiths. Tu as ce hadith-là, il y a un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Jabir. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils pratiquaient le coït interrompu. Quand le prophète a appris, sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés. Pourquoi vous le faites? Ils disent, on le fait pour ne pas agrandir notre charge familiale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, faites, mais dans tous les cas, le nombre d'enfants que Dieu a prédéterminé, vous l'aurez. Il ne les a pas interdits. Et ce qui fait que Jabir, dans une de ses citations célèbres, disait ceci, Kunna nazil wal Qur'an nazil. On pratiquait le coït interrompu et la révélation descendait sur le prophète. Ça veut dire que la révélation n'a pas interdit. Donc, qui moi je suis? Donc, il y a des passages. C'est mentionné, c'est authentique. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith nous dit, il dit, le fait de rapprocher la grossesse, c'est un double crime. L'enfant qui est là n'aura pas un allaitement complet. Celui qui risque de devenir mal formé. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a des mines, on a les argumentaires qu'il faut pour défendre la planification familiale. Malheureusement, dans ce genre de rencontres, apparaît très peu l'intervention des religieux. Je remercie l'UCPO. C'est une des premières fois qu'on nous donne l'occasion véritablement de présenter. Je les remercie. On s'est toujours plaint que nos actions ne sont pas visibles. Et effectivement, ce n'est pas visible. Je me tourne vers vous à présent, Bigué Bambouch. Je rappelle, la présidente nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Avant toute chose, Bigué Bambouch. La planification familiale, est-ce qu'on en parle assez aisément au Sénégal, notamment avec les femmes? La planification familiale, on en discute librement au Sénégal, au niveau des structures sanitaires, au niveau des radios communautaires, même au niveau au sein de la communauté et surtout avec les acteurs communautaires comme les Badianou Gox et autres acteurs communautaires. Donc, la planification familiale est discutée partout au Sénégal et librement. Et la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que justement cette planification familiale est acceptée par les femmes, par leurs maris? La planification familiale est acceptée, elle est discutée partout et tous les jours, les femmes viennent solliciter les services de planification familiale et maintenant de plus en plus même elles sont accompagnées soit par leur époux, soit par leur mère, soit par leur belle-mère ou même par la belle famille parce qu'elles ont compris quel était l'intérêt d'espacer les naissances. C'est surtout cela, espacer les naissances pour permettre aux femmes de faire leur grossesse normalement, d'allaiter leur bébé correctement, mais également de pouvoir avoir des activités génératrices de revenus qui leur permettent de mieux subvenir aux besoins de leur famille et de leur communauté. Quels sont ces premiers mots que les femmes vous disent quand elles viennent pour justement en parler avec vous autres sages-femmes, puisque c'est vous qui êtes en contact permanent avec les femmes? Généralement, quand la femme vient, elle dit qu'elle veut se reposer. Où il y a un concept qu'on appelle moïtu nef, parce que nous savons qu'au Sénégal, nef, ça veut dire les grossesses rapprochées, ce n'est pas aussi bien culturellement, n'est pas bien vu que socialement. Donc les femmes, elles viennent pour vous dire que je suis fatiguée avec les grossesses, je voudrais me reposer un moment. Et qu'est-ce que vous me conseillez en termes de méthode contraceptive? Et dans ce cas, la réponse qui est donnée, c'est que le meilleur choix, c'est celui qui a été fait par la femme elle-même, en toute connaissance de cause, parce que nous parlons de choix libre et éclairé.
sans aucune contrainte, mais ayant toutes les informations sur la méthode, les différentes méthodes qui sont disponibles au Sénégal, comment ces méthodes-là fonctionnent, quels sont les inconvénients qu'ils peuvent, ou les petits dysfonctionnements qu'ils peuvent avoir. Et c'est à la base ce qui va leur permettre de dire « je choisis telle méthode à la place d'une autre ». Mais de l'autre côté, elles ont un problème de continuité pour continuer à utiliser justement ces méthodes contraceptives que vous leur proposez. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a cette contrainte qui, entre guillemets, religieuse, parce que chaque fois, il y a certains opposants à la contraception qui disent que c'est contraire à la religion, et parfois, c'est ça qui fait que les hommes qui étaient d'accord pour que leurs femmes espacent leur naissance, quand il y a un religieux qui est plus ou moins écouté, qui sort pour dire qu'il est contre la contraception, c'est parfois également l'occasion pour nous de recevoir beaucoup de femmes qui étaient sous méthode contraceptive qui viennent soit pour enlever, soit pour encore voir comment continuer à utiliser cette méthode sans que le mari ne soit au courant ou sans que la belle-mère ne soit au courant. Parce qu'elles ont compris le besoin, elles ont accepté le fait que c'est une des stratégies qui permet de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Elles sont conscientes que c'est quelque chose qui permet également d'autonomiser parce que les femmes, parce que ça leur permet d'avoir du temps pour avoir des activités génératrices de revenus. Et c'est ça qui peut être encore une contrainte parce que les horaires de travail ne coïncident pas avec les horaires de disponibilité des femmes. Les horaires d'ouverture des structures de santé ne sont pas en adéquation avec le temps de disponibilité des femmes parce qu'elles se lèvent à 4 heures du matin, elles sont soit au marché, soit dans un autre lieu pour faire les activités génératrices de revenus. Elles descendent tard, c'est surtout au niveau à Dakar, c'est surtout dans les zones, dans la banlieue. Donc le temps d'arriver chez elles trouvent que les structures de santé sont déjà fermées. C'est ça qui peut être un problème dans la discontinuité. Madame Bambodj, tout à l'heure, avant cette émission, bien sûr, vous me parliez d'une astuce que les femmes utilisent pour ne pas être en rupture de ces méthodes contraceptives. Pouvez-vous revenir un peu sur ces méthodes? C'est les femmes, elles sont, comme vous avez dit, elles sont astucieuses. Et il y a le phénomène de la tontine qui est mise en place par certaines femmes au niveau de leur quartier. Donc, c'est surtout pour la pilule. Donc, celles qui choisissent de prendre la contraception orale, tous les mois, elles viennent et chaque femme va amener une plaquette. Ce qui fait que celle qui n'a pas la possibilité ou le temps d'aller dans les structures de santé, soit parce qu'elle a des activités génératrices de revenus, soit parce qu'elle a peur que son mari ou quelqu'un d'autre la voie aller chercher des services de PF, elle a à sa disposition le nombre de plaquettes dont elle a besoin, ce qui fait qu'elles sont actives en termes de contraception, mais malheureusement, elles ne sont pas comptabilisées dans le système de santé parce que n'ayant pas été dans des structures pour qu'on puisse les documenter et les enregistrer correctement. Mais ayant bien compris l'importance de la contraception, ayant bien compris l'importance de l'espacement des naissances, elles ont trouvé leurs propres ressources, leur propre stratégie pour être couvertes par la méthode contraceptive sans pour autant parfois aller dans des structures de santé. Oui, Sinia Haidara. Parce que sachant que les jeunes ne vont pas prendre l'autorisation quand ils vont le faire, sachant que les jeunes avec la technologie aujourd'hui, avec l'internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que cela veut dire, la numérisation, les jeunes ils vont aller faire leurs bêtises, ils ne vont pas demander. Mais au moins que les jeunes soient informés. Donc notre organisation, nous voudrons que le gouvernement agisse sur l'information aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui en Mauritanie, quand vous venez chercher la planification, les intrants ou bien les produits, on vous demande l'acte de mariage. Déjà, les jeunes filles, les jeunes femmes divorcées, c'est à ces gens qu'on doit adresser. Parce que quand ils vont le faire, ils ne vont pas nous demander leur autorisation. Et ce sont ces mêmes gens, quand ils arrivent pour prendre la planification, on va leur demander l'acte de mariage. Et donc, s'il n'y a pas l'acte de mariage, ils vont faire leurs actes et ils vont avoir des enfants qui seront jetés parce qu'il est illégitime. Et surtout que, jusqu'à présent, en Mauritanie, elles sont condamnées, les filles qui trouvent des grossesses non désirées. Parfois, elles sont chassées de la famille, parfois, elles sont stigmatisées, parfois, elles se suicident. Et donc, il y a beaucoup de retombées. Mais pour pallier à tout ça, pourquoi pas ne pas en parler à vive voix, à tout le monde et ne pas dire non. Nous, on en parle seulement dans le cadre du mariage. Et ceux qui ne sont pas dans le cadre du mariage,
C'est eux qui sont là, c'est eux qui devraient être la cible. Si ce n'est pas dans le cadre de mariage, c'est là où tous les problèmes se reposent. Mais c'est à ces gens-là qu'on devrait dire, prenez vos précautions, prenez, c'est-à-dire faites une sexualité responsable. Quand je parle de sexualité responsable, c'est-à-dire ne serait-ce que donner l'information. Maintenant, c'est à vous maintenant de vous débrouiller et de juger les faits. Quand tu arrives, c'est votre responsabilité. Moi, je pense que le sort de l'enfant qui a été tué ou bien qui a été dévoré par les chiens, la grande responsabilité revient à l'État. Elle ne revient pas à la... Parce que la jeune fille, elle peut être mineure, elle peut être encore dans l'adolescence, elle peut être ignorante, elle peut ne pas... Mais ça revient de sa famille et de l'État qui n'a pas voulu l'expliquer que si quand même elle doit aller le faire, elle doit se protéger. Donc c'est le plus grand problème, le plus grand défi en Mauritanie, c'est ça. Les leaders religieux en Mauritanie, moi je pense qu'ils ne sont pas comme aucun leader religieux. Parce que même pour la promotion, pour la loi de la promotion de la femme, de la protection de la femme contre les violences basées sur le genre, on a ce problème-là. Jusqu'à présent, c'est eux qui bloquent cette loi. Et la révision de la loi SR, parce que l'article 17 promulgue que tout individu, toute personne a le droit d'utiliser la planification familiale. Mais ils ont interprété ça autrement. Pour ne pas en parler, la vulgariser et faire sa promotion, la révision n'a pas eu lieu, la vulgarisation n'a pas eu lieu. Donc, c'est pourquoi aucun programme de planification familiale n'a marché en Mauritanie. La lutte est trop difficile et pénible, le chemin est épineux, très épineux. Mais quand même, on arrive à ce que les femmes qui sont dans le couple utilisent les planifications familiales parce que non seulement qu'elles sont dans le couple, mais aussi suivant leur régime sanitaire, l'espacement de naissance. Et là, ici, ça rentre la terminologie de la planification familiale. Donc, il a fallu utiliser autrement, changer les termes. Est-ce que les femmes, malgré tout ce que vous avez dit, vous qui êtes des défenseurs des droits de la femme, on va dire des droits humains, est-ce que malgré tous vos efforts, les femmes adhèrent quand même à ça? Que ce soit les femmes mariées ou les autres femmes, est-ce qu'au moins elles adhèrent? Vous savez, les femmes en Mauritanie, moi je les mets sur 2 étapes. Il y a la femme et la femme. La femme citadine en Mauritanie, c'est une femme qui est trop chef. Elle fait ce qu'elle veut. Si on parle de la femme citadine, la femme très ouverte, la femme intellectuelle. Mais le problème, ce sont les femmes rurales. La femme rurale, elle est encore trop soumise. Et en plus, c'est bien d'être soumise. Ce n'est pas négatif. Mais elles ne peuvent rien faire sans leur mari. Et donc, ce sont ces femmes-là qui luttent contre ces contraceptifs, qui ne veulent pas parce que leur mari ne veut pas. J'ai une anecdote avec une femme au niveau rural. Elle vient chez moi pour prendre ses pilules parce que son mari n'a jamais accepté. Donc chaque nuit, elle se cache. Chaque nuit, elle vient chez moi pour le prendre. Et elles sont nombreuses. Mais on a une autre femme qui est très intellectuelle ou bien qui est citadine ou qui est un peu dans le milieu plus développé. Ça, ce sont des femmes, elle l'utilise quand elle veut. Mais elle l'utilise aussi quand elle ne le veut pas. Mais du moment où nous, en Mauritanie, nous sommes trop rattachés, alhamdoulilah, par notre religion, nous sommes trop rattachés par l'islam, c'est pourquoi beaucoup de femmes, avant de faire quelque chose, elles demandent d'abord l'avis de l'imam ou elles demandent d'abord l'avis du religieux. Mais si ça s'avère, cet imam, ce leader religieux, lui-même, il n'a pas compris ce contexte, il va lui dire non, ça c'est haram, ou bien tu ne peux pas le faire sans le consentement de ton mari. Maintenant, quand elle va demander, si par exemple, elle est suivie par un gynéco ou bien par une sage-femme, cette sage-femme est obligée de la convaincre par le fait qu'elle risque sa vie. Donc c'est par là où elle peut arriver à amener son mari à accepter qu'elle l'utilise. Et ça c'est 1%. Mais la plupart c'est des femmes qui peuvent l'utiliser sans l'avis de leur mari parce qu'elles se débrouillent bien, parce qu'elles savent qu'est-ce qu'elles doivent faire. Nous avons un centre d'écoute. Il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui ont des problèmes et qui sont menacées de divorce parce qu'elles ont utilisé planification familiale sans pour autant que leur mari soit au courant. Donc quand nous convoquons le monsieur, il dit oui, il a utilisé les planifications, je ne suis pas au courant et je ne suis pas d'accord. On s'adresse au mari, mais comment on va le convaincre? On va le convaincre seulement sur le plan sanitaire. Imam Harouna, pourquoi on dit que tout est d'ordre religieux? Non. C'est à cause de ça que nous ne pouvons pas avancer. C'est à cause de ça que la planification familiale a du mal à passer, a du mal à être acceptée. En fait, on a la chance que dans nos pays, on est attaché à nos religieux. Mais Dieu merci, ce n'est pas des religieux qui sont fermés. C'est des religieux qui ont besoin de comprendre. Parfois, même quand ils ne sont pas d'accord, ils ne combattent pas. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Oui. Hein? Le faire comprendre, il ne t'empêche pas de faire ton travail, même s'il n'adhère pas avec toi. C'est déjà bon. En Côte d'Ivoire, par exemple, dans les statistiques, sur 3 personnes, vous avez 2 qui appartiennent à une religion. Et on a besoin toujours, pour ne pas se tromper, se référer au guide religieux. Ça nous met à l'abri de certaines erreurs. Quand on parle du planning familial, on saisit les occasions, on parle de tout. Tout ce qui est santé, tuberculose, paludisme. Mais en même temps, quand on parle des grossesses précoces, des mariages précoces. Nous, en Côte d'Ivoire,
on n'a pas ce problème. Notre preuve, je dirais notre difficulté, c'est la grossesse en milieu scolaire. Parce que ça tourne autour de 4 000, 5 000 cas de grossesse par an. C'est le fléau en Côte d'Ivoire actuellement. Le mariage d'enfants précoces, les communautés qui ont immigré en Côte d'Ivoire, qui ont ça dans leur pratique culturelle, c'est eux qui le font. En Côte d'Ivoire, nous, on ne connaît pas ça. La plus jeune mère de Côte d'Ivoire a 9 ans. Elle est de Bokanda. 9 ans, elle est déjà mère. Je suis une fois parti à Bundiali, on m'a présenté une jeune fille de 17 ans qui a déjà 3 gosses. Ça, c'est des faits réels. Nous, on est confrontés à la réalité. Donc, ces exemples-là, on en fait quoi? Et on me dit, imam, c'est à la grande mosquée même de Bundiali. Le grand imam me dit, c'est une de mes nièces, elle est chez moi. Elle a 17 ans, elle a 3 gosses. Si je la donne en mariage, la loi va me combattre. Mais elle a déjà 3 gosses. L'État fait quoi pour protéger nos filles? Si le but, c'est la protection, nous sommes d'accord que nos filles aillent à l'école. Nous sommes d'accord qu'elles aient des diplômes. Nous sommes fiers d'avoir des intellectuelles femmes. Si le fait qu'on les protège pour qu'elles puissent atteindre ce niveau-là, on est tous partants. Mais ce n'est pas le cas. C'est là le hic. Imam, finalement, on attend beaucoup des hommes religieux, on attend beaucoup des leaders religieux. Quelle est votre contribution dans ces efforts pour l'amélioration de la santé de la fille, de la femme, des jeunes? Alors, nous, c'est de donner de la voix. C'est de partir partout où on nous donne l'occasion de donner les enseignements de la religion pour dire toutes ces thématiques-là, la religion n'est pas contre, appuyée par des textes religieux pour dire que la religion n'est pas contre, mais il faut qu'on aide les religieux aussi. Et il faut qu'on donne de la visibilité aux actions qu'ils mènent. Dans tous les pays, on a fait des argumentaires religieux. Tous les pays ont ça. La diffusion n'est pas faite comme il se doit. Et puis, la formation. Parce que c'est bon que vous-même alliez sur le terrain, former les leaders de la localité, leur donner les notions qu'il faut. On n'a pas les moyens de cela, mais on a les idées qu'il faut pour aider ces projets-là. Et on aborde dans nos sermons. Par exemple, ma mosquée est à l'hôpital, le plus grand hôpital de Côte d'Ivoire, ma mosquée s'y trouve. Donc, les occasions, Octobre Rose, Journée nationale, planification familiale, VIH-Sida, j'aborde ces thématiques-là pour sensibiliser, pour informer. Ça, c'est ma petite contribution à mon niveau. Mais il faut que je donne plus de la voix. C'est une campagne qu'il faut parce que les gens ont besoin d'informations. Et c'est pourquoi, autrefois, quand je me présentais, je disais, mes guides sont dans les textes, moi je suis dans le contexte. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir une valeur ajoutée, de savoir que ce que je suis en train d'entendre, ce n'est pas une affaire des Blancs, mais je vois ça au quotidien. Ça me galvanise davantage. Et c'est pourquoi je disais un jour à nos guides, ce que je vois là-bas, si je ne vous dis pas, j'ai trahi la communauté. La méfiance ne va pas finir, ça je vous l'assure. Ça c'est propre à l'Africain, on va toujours se méfier du blanc. Tout ce qui vient du blanc, on va faire attention. Mais moi, je suis dans le concret, je suis dans la réalité et cette réalité-là me permet de faire ce que je suis en train de faire tout en étant tranquille avec ma conscience. Biga Bambodj. Vous avez parlé de la peur des maris, de la peur des femmes vis-à-vis de leurs maris. Quel rôle jouent justement les hommes dans ce processus de planification familiale? Vous savez, jusqu'à présent, on se bat pour l'autonomisation des femmes parce que, en termes de mortalité maternelle, généralement, on parle de 3 retards. Et le premier retard qui est impliqué ou qui est dans la mortalité maternelle, c'est le retard dans la prise de décision. Et on sait que la décision, parfois, n'est pas prise par la femme elle-même. C'est une autre personne, c'est son mari qui prend la décision. Parfois, c'est la belle-mère qui prend la décision ou même un parent, un proche du mari à qui on délègue les pouvoirs de pouvoir prendre la décision à la place de la femme. Donc, c'est surtout ça qui nous pose problème. Et également, les sages-femmes ont même trouvé des astuces pour aider les femmes à mettre en œuvre leur choix. Parce qu'elles comprennent l'importance, comme je l'ai dit tantôt, elles vont vers les prestataires pour avoir le service, mais ensemble, en partenariat avec la femme, nous les sages-femmes, nous les aidons à pouvoir mettre en pratique cette prise de contraception. Mais également, on parle de l'implication des hommes. De plus en plus, les hommes sont impliqués, on communique avec les hommes à travers les religieux, à travers d'autres organisations, à travers les radios communautaires. Donc on sensibilise plus les hommes pour qu'ils comprennent pourquoi il est important qu'ils accompagnent leurs femmes, qu'elles les soutiennent, parce que la planification familiale, notamment l'espace-temps des naissances, c'est aussi bénéfique pour l'homme que pour la femme. Toutes ces rumeurs
qui sont autour des méthodes contraceptives. Vous allez entendre des femmes vous dire « je veux bien, mais j'ai peur parce qu'il semble que si je prends une telle méthode, je peux ne plus avoir d'enfants. » D'autres vous parlent de maladies qui en découlent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à toutes ces rumeurs autour des méthodes contraceptives? Rassurer la population sénégalaise, rassurer les femmes, rassurer les hommes, rassurer les autorités pour dire que les produits contraceptifs qui sont utilisés, c'est des produits qui répondent à des critères d'innocuité. Ça veut dire que la personne qui le prend ne va pas forcément avoir des problèmes de santé. Et il y a le critère d'efficacité, parce que ce qu'on veut d'abord, c'est que quand la personne le prend, qu'elle puisse pas tomber enceinte pendant la durée de prise. Mais également, il y a le critère de tolérance qui parle de produits que la personne peut prendre avec le moins possible d'effets secondaires. Mais les rumeurs, la plupart du temps, ça découle de la mauvaise compréhension des effets secondaires, qui fait que les gens, ils vont spéculer, ils vont dire des choses, des on-dit, et les femmes, elles sont de plus en plus éveillées, elles viennent vers nous pour nous dire. Mais ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que ça n'empêche pas à une femme de retrouver sa fertilité. Parce que c'est l'un des premiers critères pour qu'un contraceptif soit choisi et mis dans un programme. Il faut qu'il soit réversible. Ça veut dire que chaque fois que la femme arrête sa prise, elle doit recouvrer rapidement sa fertilité. Il faut également que quand elle le prend, qu'elle soit rassurée, qu'elle n'aura pas de problème de santé, mais qu'effectivement, ce sera efficace pour lui empêcher d'avoir une grossesse non désirée. Ce qui est utilisé, c'est 2 hormones généralement, l'oestrogène et la progestérone. Et c'est des hormones qui sont naturellement sécrétées par l'organisme de la femme. Donc, c'est des hormones de synthèse que l'on donne à la femme avec des dosages plus ou moins différents qui permet d'inhiber pour la plupart du temps, d'empêcher que la femme puisse ovuler. Mais ce n'est pas seulement le fait d'empêcher, c'est la conjonction de plusieurs actions qui amènent l'effet contraceptif. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ovulation au niveau de l'utérus également. L'utérus ne peut pas recevoir un ovule fécondé, mais également au niveau de la glaire cervicale. Et parfois, elle est tellement épais que les spermatozoïdes ne peuvent pas traverser cette barrière naturelle pour aller féconder un œuf. Quand la femme vient et qu'on lui fasse le counseling, qu'elle fasse le choix de dire c'est telle méthode que je veux prendre, on lui dit cela dépendra des résultats de l'examen physique. On a l'obligation de l'examiner, de voir est-ce que son état de santé matche avec la méthode qu'elle a choisie. Donc une fois qu'elle est éligible, ça veut dire on a la classe 1, la classe 2 et la classe 3 et 4. Donc, quand une femme est classe 4 pour une méthode donnée, elle ne peut pas la prendre. Pour rien au monde, on le lui prescrit. Quand elle est classe 3, c'est quand il n'y a pas autre méthode. Et c'est exceptionnel qu'une femme ne puisse pas prendre une autre méthode que celle pour laquelle elle est classe 3. Donc, généralement, elles sont classe 1, ça veut dire qu'on peut prescrire les yeux fermés parce que son état de santé lui permet de prendre la méthode choisie. Et les classes 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, mais elle devra être suivie un peu plus de manière un peu plus rapprochée que celle qui est classe 1. Mais que les gens soient rassurés que le retour que les gens font pour les visites de suivi, ça permet de vérifier réellement est-ce que la personne est en mesure de le prendre. Maintenant, s'il y a des effets secondaires, mais les effets secondaires, il faut que les gens comprennent que c'est inné à tout produit. Même l'aspirine, même le paracétamol, une personne peut avoir des effets secondaires parce que les organismes diffèrent et la réaction de l'organisme, elle diffère selon les individus. Mais le suivi, les rendez-vous de suivi nous permettent de voir est-ce que cette personne-là, son organisme est bien adapté avec le produit qu'il prend. Maintenant, s'il y a des problèmes, nous les réglons, mais généralement, ce ne sont pas des problèmes de santé majeurs qui peuvent influer sur la qualité de vie de la personne. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et c'est avec plaisir que nous discutons avec les femmes, les communautés et surtout avec les hommes pour qu'ils comprennent quelle est l'importance d'aider les femmes à espacer les naissances. Merci beaucoup. Merci. Imam Aruna Kone. Merci. Merci à vous aussi. C'est ainsi que se referme Capital Santé. Nous échangions avec la société civile à cette rencontre organisée par le partenariat de Ouagadougou à Lomé de la planification familiale. Le focus était surtout mis sur la contribution des leaders religieux et coutumiers. Merci au partenariat de Ouagadougou, auditeurs de la WADR. Merci à vous. Également, merci aux auditeurs de nos radios partenaires qui sont dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et qui diffusent cette émission. Je suis Essouli Diédou. Je vous retrouve lundi prochain. D'ici là, gardez la forme.